Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un truc assez frappant quand on regarde sur le long terme. La trajectoire des bourses françaises et américaines, elle semble avoir radicalement divergé. Surtout ces, disons, 60 dernières années. Un fossé s'est creusé et ça devient particulièrement béant après la crise de 2008. Alors voilà, notre idée aujourd'hui, c'est d'explorer cette grande divergence. C'est comme ça que l'appelle l'article qui nous guide. On va remonter le temps, de 1962 jusqu'à aujourd'hui, septembre 2025, pour comprendre un peu ce face-à-face CAC 40 Dow Jones. Et pour faire ça, on s'appuie sur une analyse assez fouillée d'Antoine Zaccaria. Son travail donne une perspective historique vraiment intéressante, sur 63 ans d'histoire boursière comparée. L'objectif, c'est de décortiquer ce qui s'est passé, chercher un peu les racines de cet écart, et puis voir ce que ça nous dit sur les modèles économiques français, américains. Et surtout, pourquoi c'est une question cruciale aujourd'hui. Pour nous aider à naviguer, on va utiliser un outil spécifique que l'article met en avant. C'est un indice qui compare directement la performance du CAC 40 à celle du Dow Jones, et le tout vu en euros. Bon alors, allons-y. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord saisir comment cette comparaison a été faite. Cet indice comparatif, c'est un peu la clé de voûte, non ? Exactement. C'est un outil assez malin, ouais. L'idée, c'est de créer une mesure unique qui reflète la performance du marché français, donc le CAC 40 ou ce qu'il était avant 87, par rapport au marché américain, le Dow Jones. Et le point qui est vraiment fondamental, c'est que tout est calculé du point de vue d'un investisseur qui est en zone euro. Ah oui, d'accord. Ça implique deux choses. Premièrement, on prend en compte le passage France-euro au taux officiel historique. Et deuxièmement, et ça c'est crucial sur une période aussi longue, on intègre l'impact des variations du taux de change, EUR-USD ou franc-dollar avant. Et pour que ce soit plus lisible, cet indice il a été fixé à une base 100 fin novembre 2024. Ça veut dire qu'à cette date, arbitrairement, on dit que les performances relatives étaient à un point 100. Et ça permet ensuite de voir très facilement les gains, les pertes relatives d'un marché par rapport à l'autre. C'est plus visuel, quoi. Voilà. L'avantage énorme de cette approche, c'est qu'elle va au-delà de la simple comparaison des indices bruts. Elle nous donne la performance relative, globale. Ça inclut l'effet de la monnaie, qui peut être parfois très significatif. On voit vraiment comment un investissement en France a performé face à un investissement US, une fois tous ces facteurs intégrés. D'accord, donc cet indice, il donne une vision complète, nette, en intégrant la monnaie, essentielle sur des décennies. Alors, utilisons cet outil. Première grande période identifiée, 1962-1990. Décrite comme un âge d'or français, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est présenté comme une époque où la France tenait vraiment la dragée haute aux États-Unis, en termes de compétitivité boursière relative. L'indice comparatif dont on parle, il atteint des niveaux spectaculaires. Un pic historique à 541 points dès juin 62. Et surtout, un autre sommet majeur à 534 points en avril 1990. Ce pic de 90, il marque vraiment la fin de cette période faste, quoi. On avait le sentiment peut-être que la France jouait dans la cour des grands, industriellement, technologiquement. Les caractéristiques de cette époque, une progression assez impressionnante de l'indice, qui culmine juste avant 90. C'était l'époque où l'industrie française, elle brillait, l'auto, l'aéronautique avec les débuts d'Airbus, les télécoms en plein boom, le nucléaire. Et un point souligné, c'est que l'écart technologique avec les États-Unis semblait à ce moment-là beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Et c'est justement là, autour de ce sommet de 1990, que l'histoire, elle bascule un peu. L'analyse pointe cette année comme un moment charnière, bien avant que la crise de 2008 ne vienne tout chambouler. C'est là que commence un décrochage progressif, dont on mesure aujourd'hui l'ampleur, qui est structurelle. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment des décisions ou des tendances de cette époque ont semé les graines de la divergence massive qu'on observe depuis 15-20 ans. Oui, et l'article illustre ce tournant manqué avec des exemples assez parlants. Le Minitel, par exemple, symbole de fierté technologique française, 9 millions d'utilisateurs début 90, mais qui devient, après coup, un piège stratégique. Ah oui. France Télécom, peut-être trop confiant, n'a pas vu ou pas voulu voir arriver la vague du World Wide Web. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, des noms comme AOL, Yahoo, puis Google posaient les bases de leur futur empire. C'est fou quand on y pense. Et un autre cas cité, c'est la faillite de SMT Goupil en 91. C'était pas n'importe qui, le deuxième constructeur informatique français. Sa disparition symbolise une difficulté plus large. Transformer une innovation française précoce
On pense au Micral N de 73, un des premiers micros au monde, en succès commercial durable, face à la concurrence mondiale et aussi, il faut le dire, aux contraintes budgétaires de l'époque en France. Et pendant que la France gérait l'héritage du Minitel et voyait certains pionniers disparaître, aux États-Unis, c'est un tout autre écosystème qui prenait son envol, celui du Nasdaq. Créé en 71, il s'affirme dans les années 90 comme la place financière mondiale de l'innovation. C'est ça. Microsoft entre en bourse en 86, Intel domine les semi-conducteurs. Plus qu'une simple bourse, c'est tout un environnement que Wall Street met en place via le Nasdaq. Capital risque dynamique, lien fort université-entreprise, culture de la prise de risque. C'est taillé pour financer ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Et Paris, à ce moment-là, n'offre pas tout à fait la même chose. On voit bien les causes structurelles avec ces exemples. Mais est-ce que cette divergence naissante, elle se voit tout de suite dans les chiffres de l'indice après le pic de 90, ou c'était plus subtil? C'est là que l'image de la descente en escalier utilisée dans l'analyse, elle est très parlante. Après le sommet de 534 en 90, l'indice ne s'effondre pas d'un coup. Il baisse fortement, oui, jusqu'à 226 en 97. Puis il y a un rebond significatif pendant la bulle Internet, il remonte à 372 en 2000. Ah oui, la bulle. Ensuite, nouvelle chute après l'éclatement de la bulle, jusqu'à 208 en 2002, puis un dernier sursaut qui le ramène à 370 fin 2007, juste avant la grande crise. Donc pas une chute linéaire, mais ce qui est marquant, c'est que chaque sommet après 1990, celui de 2000 et celui de 2007, reste bien en dessous du pic de 90. Un plafond semble s'être installé autour de 370. Le décrochage est progressif entre 90 et 2008, mais la tendance de fond, elle est clairement baissière pour la France, en relatif. Tout à fait. Si on essaie de synthétiser les éléments structurels qui expliquent ça, entre 90 et 2008, plusieurs points ressortent. Un retard français dans l'adoption d'Internet, de l'économie numérique, une certaine rigidité des grands champions nationaux hérités des 30 glorieuses, France Télécom, Bull, Thomson, face à la disruption. Un modèle financier français peut être moins adapté au financement du risque, de l'hypercroissance que le couple Wall Street-Nasdaq, et peut-être aussi une culture entrepreneuriale qui valorisait moins la prise de risque, l'échec, que celle de la Silicon Valley. Ça soulève une question de fond sur la capacité des modèles économiques établis, même ceux qui étaient performants avant, à s'adapter aux ruptures technologiques majeures. Et l'impact des taux de change là-dedans, l'article en parle un peu pour cette période. Oui, les variations monétaires ont joué un rôle, c'est sûr, mais plutôt comme un amplificateur ou un atténuateur des tendances de fond. Par exemple, la chute du franc en 83 a accentué la baisse de l'indice à ce moment-là. Inversement, la force du franc en 90 a sans doute aidé à atteindre le sommet. D'accord. Donc le bilan de ces deux premiers actes, 1962-1990, l'apogée française dans un monde encore largement analogique, puis 1990-2008, une période de signaux avant-coureurs, d'avertissements sur le décrochage numérique, mais des avertissements qui ont été largement sous-estimés ou ignorés à l'époque. Ce qui nous amène logiquement au troisième acte, la période post-2008, qualifiée d'effondrement structurel. Et là, la divergence devient non seulement visible, mais carrément spectaculaire. La crise de 2008, elle n'est pas vue comme la cause première, mais plutôt comme le catalyseur qui a rendu ce décrochage brutal évident pour tout le monde. C'est ça, l'accélérateur. Notre indice comparatif, qui plafonnait déjà vers 370 fin 2007, il entame alors une dégringolade, quasi ininterrompue. Il passe de ses 370 points à environ 117 aujourd'hui, en septembre 2025. C'est une chute vertigineuse. Près de 70% de perte de performance relative en 18 ans. Là, on ne parle plus de signe avant-coureur, le fossé est béant. Pour comprendre cette accélération post-2008, l'analyse met en avant plusieurs moteurs profonds. Le premier, et sans doute le plus déterminant, c'est ce qu'elle appelle la révolution technologique asymétrique. Ok. Derrière ce terme un peu technique, il y a une réalité très simple. La domination écrasante des géants américains de la tech. Google, Alphabet, Apple, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft. Les incontournables. Et les chiffres cités sont absolument sidérants. Ils illustrent bien cette asymétrie. Tenez-vous bien, en 2021, les bénéfices cumulés de ces 5 géants américains, 243 milliards de dollars, ont dépassé ceux de l'ensemble des 40 entreprises du CAC 40, qui étaient à 156 milliards. C'est énorme. 5 boîtes contre 40. Voilà.
Juste 5 entreprises US qui gagnent nettement plus que tout le fleuron de la bourse française. Et leur croissance entre 2008 et 2018, phénoménale. Google x6, Amazon x12, Facebook x186 en termes de revenus. Le constat est simple, hein, il n'y a aucun équivalent à ces moteurs de croissance de valeur au sein de l'indice français. La différence d'échelle est colossale, oui. Et ça nous amène au deuxième moteur identifié. Des modèles de croissance qui ont divergé. Oui, le modèle américain post-2008, tel qu'il ressort de l'analyse, il est clairement tiré par l'innovation technologique et par le réinvestissement massif des profits pour alimenter la croissance future. Cet élan est soutenu par cet écosystème dont on parlait, capital risqué abondant, lien université-entreprise efficace, culture pro-business et un marché intérieur immense, très consommateur de technologie. Et en face, le modèle français. En face, le modèle français apparaît plus concentré sur des secteurs, certes excellents, mais plus matures. Le luxe, l'énergie, la finance, l'industrie classique. Une tendance est aussi relevée. Une propension plus forte des entreprises du CAC 40 à distribuer des dividendes importants. Ah oui, ça on l'entend souvent. Plutôt qu'à réinvestir massivement dans des innovations de rupture à très haut risque, mais potentiellement très rémunératrices. L'écosystème d'innovation français, même s'il progresse, semble encore moins agile, moins puissant que son homologue américain pour faire émerger des champions mondiaux dans la nouvelle économie. Et enfin, le troisième facteur reste la monnaie, l'euro contre le dollar. Quel rôle elle a joué dans cette phase d'effondrement relatif ? Elle a joué un rôle d'amplificateur, ça c'est indéniable. La longue glissade de l'euro face au dollar, depuis son pic historique de 1,60 $ en 2008 jusqu'à son creux près de la parité, 0,95 $ en 2022, ça a mécaniquement accentué la sous-performance du CAC 40 vu des États-Unis et inversement, ça a dopé la performance du Dow Jones vu d'Europe. Logique. Cependant, l'analyse estime que même si on neutralisait cet effet de change, la divergence structurelle, la différence de performance intrinsèque des économies des entreprises resterait de l'ordre de 40 à 50% sur la période post-2008. Donc ça aggrave, mais c'est pas la cause racine. Exactement, la monnaie a aggravé le phénomène, mais la racine du problème est bien plus profonde. D'ailleurs, le léger rebond récent de l'euro, qui est remonté vers 1,17 $ aujourd'hui, n'a que très peu corrigé la tendance de fond de l'indice comparatif. Si on prend un peu de hauteur, on voit bien s'affronter deux paradigmes. D'un côté, le modèle américain post-2008. Ses forces, R&D massive dans les techs de pointe, IA, biotech, cloud, renouvelables. Flexibilité du marché du travail, finance pro-croissance, écosystème tech intégré. Les résultats sont là. Croissance économique supérieure à l'Europe, productivité tirée par le numérique, leadership dans les secteurs d'avenir. Et de l'autre côté ? De l'autre côté, le modèle français ou européen, il a ses atouts, bien sûr. Excellence mondiale dans le luxe, LVMH, Kering, l'énergie, Total Energy, l'aéronautique, Airbus, une certaine stabilité financière, un modèle social protecteur, mais cette période post-2008 a cruellement mis en lumière des faiblesses structurelles face à la nouvelle donne. Retard persistant dans le digital, écosystème d'innovation qui peine à produire des géants mondiaux du numérique, régulation parfois perçue comme un frein, et surtout cette absence criante de GAFAM européens. Bon, alors après ce long parcours, où est-ce qu'on en est précisément aujourd'hui en septembre 2025 ? L'article donne un ratio assez brutal pour mesurer l'écart accumulé depuis le point bas de la crise de 2009. Oui, c'est un calcul qui marque. Depuis mars 2009, le ratio de performance entre le Dow Jones converti en euros et le CAC 40 atteint 2,42. 2,42. Pour le dire simplement, si on avait mis 1 000 € sur le Dow Jones en mars 2009 et 1 000 € sur le CAC 40 au même moment, aujourd'hui l'investissement américain vaudrait 2,42 fois plus que l'investissement français une fois les gains remis en euros. Ça donne une image très concrète du fossé creusé ces 15 dernières années. C'est énorme. Face à ce constat implacable, l'analyse esquisse prudemment des scénarios pour l'avenir. On pourrait imaginer une forme de convergence, mais les conditions seraient exigeantes. Il faudrait un vrai réveil technologique européen, peut-être autour de l'IA, des techs vertes, une possible régulation plus stricte des GAFAM aux États-Unis qui freinerait leur expansion, ou une renaissance industrielle en France, en Europe, portée par la transition écologique, la souveraineté. C'est l'hypothèse optimiste, disons. Oui. À l'inverse, le scénario d'une divergence qui continue, voire qui s'accentue, reste plausible.
Si l'avance tech américaine se maintient, notamment dans l'IA générative, les biotech, si les économies continuent de se spécialiser, USA sur la tech de pointe, Europe sur le luxe, l'industrie classique, et si les tensions géopolitiques, notamment la compétition tech USA-Chine, continuent de remodier les chaînes de valeur, alors l'écart pourrait persister, voire s'accroître. C'est une vraie question stratégique pour l'Europe. Absolument. Pour résumer cette longue histoire, 63 ans quand même, l'analyse la présente un peu comme une tragédie française en 3 actes. D'abord, l'âge d'or, l'apogée relative jusqu'en 1990. Ensuite, 90-2008, l'acte des avertissements ignorés, des premières fissures, le tournant numérique manqué. Et enfin, depuis 2008, le 3e acte, la chute relative, l'effondrement dans cette nouvelle économie digitalisée où les leaders sont ailleurs. C'est une bonne synthèse. Et le point clé qui ressort, c'est vraiment cette année 1990. Avec le recul, elle apparaît comme le moment où, presque silencieusement, les chemins ont commencé à s'écarter, bien avant que ça devienne une évidence. Alors, au-delà du constat historique, qu'est-ce que tout ça implique concrètement ? L'analyse en tire 2 conséquences pratiques majeures. D'abord pour les investisseurs. La rupture après 2008, elle est fondamentale. L'idée, peut-être valable avant que CAC 40 ou Dow Jones offraient des perspectives de rendement similaires sur le long terme, c'est clairement plus d'actualité depuis 15 ans. Fini ça. Voilà, ça oblige à repenser la diversification géographique, sectorielle des portefeuilles. Ensuite, pour les décideurs politiques, économiques, en France, en Europe, l'évolution de cet indice, c'est un puissant signal d'alarme. Il souligne l'urgence d'adapter en profondeur le modèle économique. L'enjeu, ce n'est sans doute pas de copier à tout prix le modèle américain. Non, bien sûr. Mais plutôt de définir et de construire les propres avantages compétitifs de l'Europe dans l'économie du XXIe siècle. Une économie qui sera de plus en plus numérique, immatérielle et probablement décarbonée. Et pour conclure, une question ouverte, reprise de l'article, qui laisse matière à réflexion. Peut-être que la vraie question, ce n'est plus tant de savoir si la divergence va s'arrêter ou continuer, mais plutôt, que peut faire concrètement l'Europe ? Que doit-on faire pour tenter de reconquérir une forme de souveraineté économique et trouver notre juste place, pas forcément la même qu'avant, dans cette nouvelle ère technologique et géopolitique ? C'est une interrogation qui nous emmène bien au-delà des simples indices boursiers, finalement.